Quand tu mets un profil d'un administrateur réseau sur un poste de support, ça matche pas, quoi. Tu vois. Et quand l'administrateur, il a l'habitude d'être dans son serveur, dans des trucs assez pointus, tu vas le mettre derrière un bureau à répondre à des tickets toute la journée, ça matche pas. Je pense qu'il faut oser aussi. Moi, j'en vois des partenaires qui n'y vont pas, alors parce qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur de revenir en arrière. Et moi, c'est le conseil que je leur donne, c'est osez vous tromper, parce que vous allez vous tromper. Mais il faut, avance, essaye, teste, tu la testes, tu la benchmark et tu vois si ça prend et tu la remodifies. Mais il faut oser y aller, je pense, et se tromper. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci de nous recevoir en tout cas. Toujours un grand plaisir. Alors c'est une première pour vous, donc on va essayer que l'exercice soit le plus confortable pour vous. Merci. Peut-être pour libérer la parole, peut-être un petit mot sur qui vous êtes et un petit peu votre parcours, comme ça on connaît l'histoire et puis on pourra partir de là. Tu veux commencer ? Donc moi je suis Caroline Bohéreau, je travaille chez BMSP depuis bientôt 4 ans, pas tout à fait, bientôt 4 ans. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez un prestataire informatique dans la région grenobloise. Et après quelques années un peu galère pour retrouver du boulot, j'ai trouvé ici ma place chez BMSP. Et donc je fais partie du service commercial chez BMSP. Je suis ce qu'on appelle un account manager ou un gestionnaire de compte. Voilà en quelques mots. Tu l'as pas toujours été, mais on reviendra là-dessus. Eh bien, moi, c'est Audrey Gillette, chez BMSP depuis 7 ans maintenant. Voilà, ça fait maintenant quelques années. Moi, mon parcours un peu atypique. J'étais dans le tourisme avant. Et puis, j'ai déménagé, je suis du sud-ouest et j'ai rejoint mon mari dans le sud-est qui avait été muté. Et chercher du travail dans le tourisme. Et puis, un jour, j'ai vu passer une offre d'emploi de BMSP, qui était hyper dynamique, fun, j'ai adoré. Et je me suis dit, allez, je postule. Et voilà, et puis je suis rentrée chez BMSP et je suis donc, moi, sur la partie aussi service commercial et plutôt sur la partie acquisition. Donc, moi, je suis une chasseuse. Ok, et c'est intéressant la façon dont on s'est rencontrés, hein. C'est pas anodin, c'est assez original puisque c'était ta voisine qui était à la fois ta voisine tout à fait, personnelle, mais aussi voisine de nos bureaux vers Aix-en-Provence. Et c'est comme ça qu'on a fait le lien. Okay. Elle avait lu l'annonce et elle m'a dit « Je te reconnais dans cette annonce et tiens, regarde ». Et donc, du coup, elle me l'a fait lire et j'ai adoré. Et j'ai dit allez, feu, j'y vais, je postule. Et je voulais même venir sur place vous amener mon CV. Et je suis allée sur le site, on la remercie. Discuter avec le chatbot. On la remercie de la mise en relation en tous les cas. Je le fais encore, je suis toujours en contact avec elle et je lui dis merci parce que je dis, c'est grâce à toi si je suis chez BMSP. Donc, il était même retourné dans le sud-ouest. Et je suis retournée dans le sud-ouest, exactement. Ouais. J'ai eu la chance de continuer à travailler au sein de BMSP, donc c'est chouette. C'est beaucoup de confort, mais voilà, une histoire un peu atypique, mais c'est bien. J'ai une question à te poser. Du coup, tu viens du monde du tourisme, tu changes de monde. Comment tu as vécu la transition ? Est-ce que tu vois des parallèles à ce que tu as connu avant ? Oui, parce qu'en fait, la relation humaine, le contact, ça faisait partie, c'était mon cœur de métier dans le tourisme. Donc, du coup, je sais être à l'écoute. Et je ne faisais pas que de l'accueil, j'étais chargée en fait d'un réseau de prestataires hébergeurs, en fait, hôtels, chambres d'hôtes, gîtes, etc. Je pensais hébergeurs data center. Franchement, juste le même nom. Voilà, les prestataires, les hébergeurs. C'est nickel. Et c'est managé. Exactement, donc animer un réseau de prestataires hébergeurs, ça je savais faire et donc du coup je les accompagnais sur la partie accompagnement numérique pour qu'ils puissent mieux se rendre visibles sur Internet, alimenter leur site, faire des photos attractives. Je les accompagnais, donc je faisais des mini-sessions de formation à 7-8 personnes, etc. Donc j'avais une certaine appétence pour l'IT quand même, parce que je trouvais ça génial. Donc je trouve beaucoup de similitudes, parce que du coup aujourd'hui on a quand même au sein de BMSP,
beaucoup de partenaires et donc on continue à animer. Il y a toujours autant de relations et moi, ça me plaît en fait. Donc, oui, j'ai su transposer mon histoire passée chez BMSP. Oui. Je pense que même si on est dans la technologie et l'IT, on est quand même dans des métiers de relations humaines. Et de service. Absolument. Ouais. Et de service. Et de service. Oui, exactement. Ok, merci. Et Caroline, toi, du coup, tu viens d'un prestataire, d'un MSP, et là, tu Qui n'a pas toujours été MSP. Qui n'a pas toujours été. Ah, Ouais. c'est-à-dire C'est-à-dire, moi, je suis tombée dans la marmite en quelle année 2011, 2012, marmite du MSP. Parce que quand j'ai commencé chez ce prestataire, c'était un prestataire dit classique qui vendait ses carnets de jetons, ses hommes, et puis ses serveurs et ses postes. Il n'y avait pas de service support, il n'y avait pas de service centralisé, il n'y avait rien du tout. Et puis, au cours de ma carrière là-bas, on a switché et on est passé sur le modèle économique MSP. Donc, moi, j'ai vécu de l'intérieur cette transformation d'un ancien modèle vers un modèle de service managé. Pourquoi ils ont... Alors, donc on comprend qu'il y a une certaine connaissance antérieure avec la personne à ma droite. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait? Pourquoi ils ont voulu changer puisque... C'était porté par la direction, par les deux co-gérants. Ils avaient vu, ils avaient compris que c'était ce chemin-là qu'il fallait prendre. Et donc, ils ont mis toute l'énergie dedans. Ils ont embarqué tout le monde avec. Non sans mal, ça a été une année, 2 ans de transition qui n'a pas été tout le temps facile. C'est pour ça que j'aime bien rappeler, moi, à mes partenaires que la promesse, elle est là, mais le chemin, il y a un peu de est travail. long. Il y a un peu de travail. Et je sais d'autant plus le dire parce que je l'ai vécu, je l'ai pris de plein fouet, en termes de réorganisation d'équipe, en termes de posture commerciale. Il a fallu créer des services entiers. Il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de service centralisé, il n'y avait pas de VDSI. Tout ça, ça a dû être construit. Donc voilà, on a fait ce switch-là. Ouais, je dis des fois encore un peu parce que 15 ans de boîte, ça tient à la peau. Et puis, après, on est parti sur ce nouveau business model qui est service managé. Et ce qui est intéressant, c'est comment toi, tu as vécu. Est-ce que c'est, il y a une annonce et à partir de demain, pouf, on éteint, on rallume autre chose. Comment toi, tu as vécu, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu de l'intérieur, en fait, c'est intéressant. Je t'ai jamais posé la question. Ouais. T'as eu peur, t'avais des questions? Non, alors j'ai pas eu peur. Du jour au lendemain, c'est la sensation que j'ai aujourd'hui quand je raconte un peu mon histoire, mais finalement je l'ai pas vécu comme ça à ce moment-là. On a vraiment été embarqués. Donc je pense que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que ça n'a pas été la décision des 2 chefs d'entreprise qui sont partis droit devant en disant « Allez, c'est comme ça qu'on va le faire, et puis c'est pas autrement Oui. ». Ils ont vraiment embarqué toute l'équipe où on a tous, chacun, participé à cette transformation. Donc on a fait partie du tout, quoi. Chacun à nos niveaux, quoi. Service technique, service commercial, service administratif. Enfin, ça fait beaucoup de mouvements et on a tous participé à ça. Donc voilà, l'adhésion a été importante pour mener à bien ce projet. Ouais. Tout le monde a adhéré ou il y en a qui Non, tout le monde n'a pas adhéré. Il y a eu des départs, il y a eu pas mal de turnover. Ouais. Quand tu mets un profil, c'était ça que je me rappelle, quand tu mets un profil d'un administrateur réseau sur un poste de support, ça ne matche pas, quoi. Tu vois. Et quand l'administrateur, il a l'habitude d'être dans son serveur, dans des trucs assez pointus, tu vas le mettre derrière un bureau à répondre à des tickets toute la journée, ça ne matche pas. Donc voilà, il y a eu des réajustements, des réorganisations, des départs, et puis des embauches, et puis beaucoup d'embauches, parce que c'est un modèle qui a bien fonctionné. C'est une société qui était dans le succès, dans la réussite, et donc il y a eu beaucoup d'embauches. Quand je suis arrivée, j'étais, je crois, la 12e. Je suis partie, c'était 40, aujourd'hui c'est une centaine de personnes, donc peut-être pas 100, mais enfin... Ah oui, donc... moins, c'était une quinzaine de personnes... Ah oui, c'était une toute petite PME, et... Ok, voilà, donc la transformation, non, très bien passée, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu des recommencements, mais c'était très intéressant. Et je me sers de ça aujourd'hui dans mon métier chez BMSP. C'est voilà. Du caviar, c'est ça. Je peux prétendre un peu connaître l'histoire, quoi. Been there, done that. Ouais, c'est ça. Et toi, Audrey, dans le parcours où tu as pu accompagner des prestataires depuis le début, tu en as vu comme ça qui se sont transformés, où tu sens que ça a vraiment
remet en question les choses chez eux. Je ne sais pas si tu as ce retour. Le chemin n'est pas toujours facile. Ils ont Ou tu peux peut-être voir les écueils aussi. Ouais. Parfois, il y en a qui arrivent, ils ont déjà vu la lumière, ils sont convaincus que c'est là où il faut aller. C'est là où c'est limite le plus facile, en quelque part, et ils ont juste besoin en fait d'être accompagnés. Donc ça c'est très chouette. Et après, voilà, il y en a où la transition est plus difficile, ça met plus de temps. Et puis finalement, ils y vont. Et aujourd'hui, on a, au sein de nos partenaires, en 7 ans, oui, aujourd'hui, il y en a que maintenant, moi j'ai pu rencontrer au tout départ et qui sont suivis par nos account managers, qui ont fait beaucoup de chemin et qui ont monté en maturité. Donc c'est chouette aujourd'hui de les voir, grandir comme ça. Je pense à un partenaire suisse, ils étaient quelques-uns, et aujourd'hui c'est une belle société de 25-30 personnes. Et voilà, donc je trouve que c'est beau à voir de l'extérieur en fait, et c'est beau de participer aussi à leur évolution. Donc, Et là, de tes expériences, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Oui. Il y en a qui peuvent prendre beaucoup plus de temps que d'autres. À ton avis, qu'est-ce qui fait que ça avance plus vite ou que ça prenne plus de temps? Si tu prends un peu de recul, c'est quoi ton observation? Les facteurs clés de succès, Ouais. peut-être. Au contraire, les freins. Ouais. Choses à pas faire. je dirais que c'est Les avant freins, tout une volonté de la direction et un peu comme Caro peut-être a pu le vivre dans son expérience passée, mais je pense que quand la direction est convaincue que c'est là où il faut aller, elle va embarquer son équipe. Et effectivement, il peut y avoir des départs, etc. Mais si la vision est portée par les décideurs, je pense qu'après l'équipe elle suit, et je pense que ça c'est des facteurs clés en fait. Plus il y a la vision, plus il y a l'organisation interne, plus ils évoluent rapidement. Après, si c'est imposé et que l'équipe n'est pas convaincue du modèle, des outils, il y en a qui sont il y a beaucoup de croyances en fait encore. C'est difficile d'embarquer tout le monde parce que du coup il reste, nous on a toujours fait comme ça et on voit pas, on va pas changer. La résistance au changement, la peur, ça on l'a. Je l'entends assez souvent, et donc du coup là ça prend beaucoup plus de temps. Il y a même des outils qui sont pris, et après finalement il n'y a pas l'adoption de l'équipe, et là ça ne matche pas en fait. Et ça peut pas être viable en fait. Et comment ils embarquent ces clients-là, justement, leur équipe? Tu sais un petit peu comment ils font en interne pour embarquer les gens? Je pense qu'ils font des réunions internes, beaucoup de réunions internes, je pense, de présentation. Puis après, du coup, travail des offres, les solutions, ça prend du temps en fait. Après, tout dépend. Quand on débute, c'est plus facile, plus rapide, parce que il y a la construction, il n'y a pas de l'historique. Mais quand on est sur des sociétés, des tailles de sociétés beaucoup plus grosses, là effectivement ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il y a du passif, parce qu'il y a l'existant en termes d'offres, en termes d'outils. Donc il ne faut pas faire les choses dans le désordre, il ne faut pas que ça soit le Big Bang et ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire les choses de façon intelligente, il faut évangéliser, il faut vraiment petit à petit éduquer ses équipes. Mais bon, là, c'est pareil. Ils ont besoin d'être aidés. Je pense qu'il faut oser aussi. Parce que moi, j'en vois des partenaires qui n'y vont pas. Alors, on peut prendre plein de sujets parce qu'ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de revenir en arrière. Et moi, c'est le conseil que je leur donne. C'est osez vous tromper, parce que vous allez vous tromper. Mais il faut, avance, essaye, teste. Les offres de services, c'est typiquement le bon exemple. Fais-en une, fais-en deux, tu la testes, tu la benchmark et tu vois si ça prend et tu la remodifies. Mais il faut oser y aller, je pense, et se tromper. Tu parles des offres, c'est quelque chose qui est un peu l'un des premiers sujets sur lesquels ils travaillent? C'est le sujet qu'on leur demande de travailler en premier. C'est les devoirs. Parce que, là, nous, dans notre devoir de conseil,
alors, on le sait, hein, on n'est pas une association, donc on est là aussi, on est distributeur et on vend des solutions. Mais dans notre devoir de conseil, on a tendance à leur conseiller, en effet, de travailler d'abord leurs offres, leurs stratégies, leurs offres, et ensuite ils viennent coller des outils. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont mettre plein d'outils de partout, et puis le process n'y suit pas, les offres, elles n'y sont pas. Donc derrière, le back-office, tu ne sais pas ce qu'ils doivent faire du service. Donc des fois, on fait machine arrière, et on a su dire non à des clients qui voulaient des PSA. Non, c'est trop tôt. Il faut d'abord faire voilà. Où est-ce que vous voulez aller, la stratégie, les offres. Pourtant, c'était commercial, il faut que tu vendes quand même. C'est la différence entre un commercial et un commerçant. On en a déjà. C'est bien intéressant. Non, je ne suis pas une commerciale, je suis une commerçante. Moi. Okay. Je suis une commerçante. La différence entre un commercial, c'est qu'il va vendre du one-shot. Le commerçant, il va vouloir que son client revienne dans sa boutique. Donc, il va offrir, il va conseiller, il va faire de l'unsell. Un commerçant qui vend du pain, il ne fait pas de l'unsell. Il va juste dire, non, prends pas celui-là, il est un peu rassis, je te donne les nouveaux croissants. Et les clients, ils reviennent. Les clients, ils reviennent. Donc, on est plutôt des commerçants chez BMSP. Et sur l'offre, c'est intéressant. Je retiens l'analogie. C'est quoi les questions qui se posent, en fait, sur les offres de services, quand ils doivent les construire? Est-ce qu'ils ont des interrogations? Ils sont pas trop sûrs? Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier? Il y a plein de niveaux de maturité. Hein. Ouais, Une anecdote. Non, il y en a qui partent de zéro et donc qui ont 1000 questions. Il y en a qui ont déjà bien bossé le sujet et qui sont déjà bien lancés. Et puis d'autres, ils sont là pour affiner. Ouais, il y en a qui ont juste besoin d'être rassurés ou d'avoir justement notre point de vue, notre retour d'expérience, parce qu'on a quand même accompagné beaucoup de MSP aujourd'hui quand même au cours de ces dernières années. Donc ils ont juste besoin qu'on leur dise, peut-être des petites précos ou non, c'est ok, enfin voilà, ça tient la route. Et il y en a qui ont tout. En fait, comment dire, ils font plein de choses en fait. Et mais je fais ça. Et d'abord on leur dit, pose-toi, liste déjà ce que tu fais comme service. Et il y en a qui se triturent un peu. C'est chaque cas. Enfin, moi, chaque cas est unique. Donc, à nous de bien poser les bonnes questions pour repositionner la situation. Et puis, en fonction de cette situation, on travaille en fonction, quoi. Tu veux dire que tu n'as pas une offre clé en main à leur proposer? Tu leur envoies le modèle. Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Non, il y a autant d'offres que de prestataires informatiques. Hein. Mais si, on a ce canevas qui existe, qui est rassurant, qui est là pour guider. Et ensuite, chacun doit se l'approprier. Ouais, c'est ça. Sinon, on aurait tous les mêmes offres. Enfin, ce serait une tristesse. Ouais. Puis, ça ne reflète pas la réalité. Non. Parce que moi, je pars du principe où chaque MSP est unique. Ils ont une histoire à raconter. Ils ont déjà peut-être du passif. Et donc, du coup, ce qui est hyper important, moi, je le dis, c'est... tu as quelque chose sur laquelle tu peux venir prendre, t'en inspirer, faire une base et rajouter des choses à toi, en fait, ta propre recette magique, en fait. Et c'est ça, pour eux, le plus compliqué, en fait. L'élément un petit peu différenciateur. Souvent, des fois, je trouve qu'ils l'ont déjà, mais ils ne le savent pas, en fait. Exactement. Hier, on était chez un partenaire qui travaille dans le secteur public. C'est un particulier, quand même. Et... puis du coup, on reste sur des choses un peu, je ne vais pas dire basiques, mais voilà, c'est standard. Puis après, tu discutes avec eux, puis ils nous disent « Ah oui, tel logiciel que les mairies utilisent. » Et en fait, du coup, tu te rends compte qu'il y a plein de spécificités de leur secteur, en fait, qu'ils connaissent par cœur. Tout à fait. Et que le prestataire d'à côté, forcément, il va être en galère, quoi. Oui. Et du coup, c'est comment est-ce que je prends tout ça pour remontrer la valeur que je peux proposer par rapport à mon type de cible aussi. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de mise en beauté des prestataires, finalement, de leur faire... ce que j'entends, c'est qu'ils se posent plein de questions du truc qu'ils font, mais est-ce que, quelque part, c'est valorisé, clairement présenté au client? J'ai l'impression que vous faites émerger aussi sa singularité. On essaye. Moi, l'exemple que j'ai, et que j'ai très souvent, c'est la partie conseil dans les services qu'ils proposent à leurs clients. Ouais. Quand on prend une offre de service, donc la fameuse offre, tu sais, toute prêt, on a nos 4 blocs. Si on se concentre sur le bloc
du conseil stratégique, conseil technologique, VDSI, on l'appelle comme on veut. Voilà. C'est des choses qu'ils font déjà, sauf qu'ils ne le valorisent pas. Et moi, je pose les questions, je dis, mais tu ne fais pas du conseil à tes clients ? Si. Je dis, tu ne fais pas des budgets à tes clients ? Si. Je dis, tu ne fais pas des précos et de la veille ? Si. Donc c'est bon, tu coches. Est-ce que tu es payé pour ça ? Est-ce que tu es payé pour non. ça ? Non. C'est ça. Et donc, ce n'est pas valorisé. Il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas valorisées. Et donc, ça donne un peu d'arguments pour aller, pas justifier, mais défendre un prix de forfait, parce que dedans, il y a du conseil, et c'est un service qui est très précieux, qui est très... Ils osent, donc du coup, quelque part, ils le valorisent, c'est-à-dire ils augmentent le prix. Ils osent augmenter leur prix, l'inclure. Ça, c'est un sujet. Allez, on en parle de ce sujet ou pas ? Le prix. Ça, c'est dur pour eux. Que dire ? Il y en a qui ont le même prix depuis X années, en fait. Et ils ne veulent pas forcément augmenter, peut-être par crainte de perdre leurs clients, en fait. Ou alors, s'ils augmentent, effectivement, du coup, il faut qu'ils aient la preuve ou montrer aux clients, j'augmente mon prix parce que... Je ne sais pas si toi, tu as la même... Tu te fais la même constatation. Moi, j'ai un 80-20, c'est-à-dire que j'ai 20% de mes partenaires où il n'y a aucun problème sur le prix. C'est inscrit dans leur contrat, ou alors c'est pas un débat. Ils vont rajouter un petit service et clac, ils réaugmentent leur forfait. Est-ce que on est sur du 80-20 ou pas ? Je suis assez d'accord avec toi. Et après, on a vraiment une grosse partie qui se pose la question. On ne dit pas qu'ils n'augmentent pas, mais où c'est un vrai sujet pour eux. Des fois, c'est un peu lié aussi à l'historique qu'ils ont. S'ils ne l'ont jamais fait, c'est compliqué de switcher, quoi. Qu'est-ce que je réponds à mes clients, en fait ? J'ai toujours le même niveau de service, et là, en fait, je me dote d'outils où je change, et voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire parce qu'en fait, le client, pour lui, ça va être transparent, en fait, mais... Des fois, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui font du bon service. Et en fait, ils font tout pour leurs clients, quoi. Vraiment, ils ont le sens du service, mais du coup, c'est pas valorisé. C'est presque... Ils font des cadeaux en permanence, quoi. Et après, quand tu veux basculer sur un forfait un peu plus cossu, avec plus de choses... Et en fait, ils se font un peu prendre à leur propre piège parce que du coup, ils faisaient plein de choses quelque part gratuitement avant pour pas très cher. Et puis, quand c'est le moment de valoriser, c'est plus compliqué. Je suis sûr que j'ai déjà croisé des partenaires, ils rendent tellement service au client, le client l'apprécie tellement, que je pense que si le client savait que quelque part il se coupait d'une partie de son chiffre d'affaires, il serait embêté pour son prestataire. C'est dommage, tellement avoir le sens du service, se mettre à sa place, d'être trop bienveillant parfois, et ça crée des déséquilibres en fait. C'est ça. Mais oui, après, sinon, il y a une partie... une partie où moi c'est moi c'est une augmentation. Donc nous, on s'inspire tous les ans. Moi je m'inspire de ces partenaires-là. Je prends toutes les ondes pour après essayer de diffuser des conseils, des bonnes pratiques, démystifier un peu ce sujet. Mais c'est vrai que pour moi je les regarde de près parce qu'ils m'inspirent ces sociétés-là. Ouais. Et ils se parlent entre eux du coup. Est-ce que tu arrives à mettre en relation des gens un peu frileux, d'autres qui sont un peu plus... Est-ce qu'il y en a qui inspirent les autres ? Ou pas encore ? Il n'y a pas encore ce phénomène. À part Hugues. Voilà. Ouais, mais Hugues, il fout des complexes aussi après. Non, encore une fois, c'est le sujet, c'est le prix, quoi. Donc là, on touche à quelque chose qui peut être c'est délicat, c'est sensible le prix quand même. Est-ce que moi, je ne mets pas en relation, non. Enfin, ça ne m'est pas arrivé. Mis à part sur du MSP mature, comme Hugues, par exemple, qui lui, aucun complexe. Oui, t'as raison. Ils partagent. Les 20% qui sont décomplexés, eux, ils y vont et ils arrosent, quoi, de leur... C'est les mêmes qui partagent, en fait. Oui, t'as raison. Parce qu'entre ce qu'on fait comme retour d'expérience, comme préconisation, je me dis, c'est très bien, ils l'entendent, mais si ça vient d'un confrère, je pense que ça vient appuyer le propos et il parle d'égal à égal. Et peut-être que l'impact est encore plus renforcé, je trouve. Et je parlais tout à l'heure d'oser. Voilà, on y est encore. Ose, essaye, puis tu vois.
Tu peux toujours enfin, tu vois, si c'est... Alors, on sait que ce sera pas ça la conséquence, mais si tu vois que c'est vraiment catastrophique d'augmenter quelques pourcentages, reviens, ose, et puis tu verras peut-être que sur un malentendu, tu es à 80% de tes clients qui pourront être augmentés, et puis tu traiteras les 20% qui restent, les mécontents. Il se pose des questions sur la concurrence aussi, en plus. C'est un sujet, le prix, on en a parlé. Ils regardent ce que font aussi les autres au niveau géographique quand il y a de la concurrence à côté. On a des acteurs, des grands groupes qui vont proposer des prix qui sont assez agressifs. Donc ils se demandent si avec leur prix, si ça va passer. Donc on revient tout le temps sur le fond et la forme. C'est-à-dire qu'après, il faut défendre tous les services qu'il y a à l'intérieur de ce forfait, qui ne sera pas le même que celui qui est à 15 € à côté, quoi. Mais voilà, la partie concurrence est au cœur des réflexions. Ouais, puis après, qu'est-ce que je mets dedans? Si j'en mets trop, ça va être trop cher. Mes clients, ils vont me dire c'est trop cher. Enfin, voilà, ils savent. Ouais, qu'est-ce que j'argumente? Qu'est-ce que je réponds aux objections? Ils discutent un peu avec eux-mêmes, en fait, non? C'est ça. Et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait sur le marché? Voilà. Souvent. Donc, je te dis pas. C'est compliqué. Ouais, mais tu crois que je dois avoir faisant un calcul, quelque part qu'ils accouchent de quelque chose, en fait, c'est pas forcément à nous. Nous, on peut conseiller, mais après, le juste prix... C'est limite prix. Ouais, c'est ça, presque. Après, on a une démarche de conseil qu'on propose depuis pas longtemps, mais maintenant qu'on arrive à proposer, où on leur donne les outils qui leur permettent, qui permettra de fixer selon les services qu'il y a à l'intérieur de leur forfait, la partie outils et la partie homme à prendre en compte, pour qu'ils puissent dégager le maximum de marge. Parce qu'il y a le prix, mais derrière, ce qu'on veut calculer, c'est la marge qu'on va faire, la rentabilité. Et il est là, le point. C'est où est-ce qu'on veut aller? On va se mettre ce prix-là au forfait. Donc au début, ça va nous coûter beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas bon et parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais on veut aller là. Et donc si on y arrive, quand je dis on veut aller là, c'est l'objectif d'avoir le moins de tickets possible, d'être le plus rapide possible. Donc avec l'automatisation qu'on va en faire, plus on va se diriger vers l'optimisation de ces prix. Homme, outils, non, parce que tu n'optimises pas forcément les outils, tu optimises plutôt le service homme derrière. C'est là où tu vas dégager le plus de marge. Donc des fois, il faut recentrer aussi, en disant tu as un prix de chiffre d'affaires, de revenus récurrents, mais derrière, il faut aller regarder la rentabilité que tu en fais, quoi. Exactement. Oui, je pense que une des plus grosses erreurs que font les gens, c'est qu'ils ne mesurent pas vraiment le coût de leur service. En fait. Oui. Les outils, c'est presque anecdotique. Qu'est-ce que tu disais? Les outils, ça représente combien? 10 à 20% du prix du forfait. 10 à 20%. Et donc derrière, c'est les bonhommes qu'il y a derrière qui font que plus tu vas automatiser tes tâches, plus tu vas faire... Souvent, on leur dit, mais si tu vends à ce prix-là, est-ce que tu es rentable? Et là? Je sais pas. Je sais pas, voilà. Pourquoi ils savent pas? Ils n'ont pas cette notion de rentabilité ou ils ne savent pas la mesurer? Qu'est-ce que vous rencontrez, en fait? Oui, je pense qu'ils ne savent pas. Ou ils ne prennent pas le temps. Ou Ouais, après, si on veut rentrer dans des calculs fins, il faut aussi avoir... pour avoir des calculs fins, il faut avoir des métriques. Et pour avoir des métriques, il faut avoir des outils. Oui, donc, c'est ça. On revient quand même à l'outil. Oui. C'est ça. Si tu n'as pas d'outils pour mesurer le nombre de tickets que tu as par jour, le temps que tu passes, comment tu peux les optimiser, tu vas un peu au doigt mouillé, quoi. C'est donc, là où, du coup, c'est difficile pour eux, en fait. Ils n'ont déjà pas les métriques. Donc, du coup, ils peuvent pas calculer, en fait. Ils peuvent pas se baser sur des... Parce que tout bon chef d'entreprise connaîtra quand même sa rentabilité. On va pas noircir le tableau. Mais si tu veux rentrer dans des éléments beaucoup plus fins, il faut t'appuyer quand même sur des métriques. Et ça, il faut pouvoir les sortir, quoi. Oui, puis des fois, c'est vrai qu'ils se font aussi beaucoup de négoces, de matériel logiciel, etc. Et tout ça peut un peu fausser la rentabilité, parce qu'ils croient qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est... Parce que ça, c'est facile à sortir. Oui. Pour autant, ce chiffre-là, il est facile à sortir. Mais ils restent peut-être dans cette logique-là, peut-être quand ils font leur prix, non? Ils se disent c'est plutôt du négoce d'outils, finalement. Vous voyez ça un petit peu? Où ils oublient la part service à valoriser, du coup, c'est...
C'est de l'ancrage, hein, bien sûr que oui, parce qu'ils arrivent... ils arrivent avec ce passif-là, forcément. C'était comme ça qu'on travaillait le service informatique depuis tout temps. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Donc forcément, il y a de l'ancrage là-dessus. Du coup, ce que je dirais, c'est que souvent sur les offres, ils les appliquent sur les nouveaux clients. Comme ça, il n'y a pas d'existant. Et après, ils prennent le temps, à chaque renouvellement de contrat, de pouvoir permuter leurs clients sous la nouvelle offre. Mais je dirais que certains, ils font ça. Ça permet de faire une transition s'il faut tout transformer d'un coup. Et c'est compliqué pour eux. Mais, De toute façon, les sujets qu'on a, je ne sais pas si tu partages avec moi, c'est le prix, oui. Mais le sujet prédominant, c'est la transformation. Oui. Ça, c'est... C'est-à-dire la transformation. La transformation, c'est je veux y aller, je sais qu'il faut y aller. Je sais. Est-ce que je vais oser Comment j'y vais Par où j'attaque voilà. Et donc, ce côté transformation, j'ai un parterre de clients qui fait mon chiffre d'affaires, qui fait mon business aujourd'hui. Oui. Comment je l'embarque de l'autre côté ? C'est ça. Comment je fais... faut se rappeler quand même que l'ancien business, c'est tu factures un client qui a des problèmes. Oui. Donc de switcher de ça à autre chose, hein, qui est justement tu factures quand il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de problème. C'est la posture, elle est ce côté transformation d'un parc client existant qui fait le chiffre d'affaires d'une entreprise. Là, tu touches au business, donc. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, non. Ouais. Mais ils sont convaincus et il faut prendre ce train-là. Mais pour certains, c'est le chantier en fait. C'est la taille du chantier qu'il faut attaquer. Et par quel bout c'est là où... On voit peut-être ça comme une cathédrale et ce serait quoi la première pierre à mettre ? C'est ça. Ouais. C'est là où souvent on est à l'écoute. Bon, mais ok, c'est quoi que tu as aujourd'hui et après on conseille par quoi on attaque en fait. Et puis il faut se rendre à l'évidence qu'il y aura une période de transition qui ne sera pas confortable. Il faut accepter ça aussi, je pense. Il ne faut pas penser que ça va se faire du jour au lendemain et que ça sera beau du jour au lendemain. Il faut accepter cette période. Alors quel est le temps acceptable ? Ça, je ne répondrai pas à cette question, mais il faut accepter qu'il y ait une période un peu douloureuse, un peu... Voilà. Pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ouais. Oui, puis de la même façon, ça c'est sur la partie business, mais même techniquement, par exemple, c'est pas parce que tu as mis ton RMM que du jour au lendemain, tous les problèmes techniques chez tes clients vont disparaître. Souvent, les gens sont un peu dans la croyance de la baguette magique. Quoi. Puis l'outil qui fait tout. Tu l'as, l'outil qui fait tout, Thomas ? Le mouton à 5 pattes. Ah, c'est ça. Celui-là, on le cherche. Hein. Tu l'as pas encore trouvé. Non, mais oui, c'est... Ouais. Mais vous n'avez pas le chatbot qui résout les tickets tout seul ? Ça, c'est frustrant parce que tu aurais envie de le proposer. Hein. Tu ne le vendrais pas, celui-là ? On ne l'a pas encore trouvé. Voilà. Et les gens, ils traitent leurs tickets sur Excel. Vous avez pas le chatbot qui fait tout. On va passer... On va faire les choses dans l'ordre. Ouais, et puis un outil sans process, pareil, ça vaut rien. Donc, mais bon, après, tu fais pas d'ingérence non plus avec tes clients. C'est à eux aussi de construire tout ça. Mais c'est vrai que moi, le mot process, je le mets beaucoup dans mes conseils parce que tu as beau avoir une belle offre, impeccable, d'avoir les beaux outils, des gens compétents, si tu n'as pas mis le process pour lier tout ça en interne, ça pareil, ça marchera pas. Ce que j'entends, c'est qu'il faut un peu prendre du temps pour structurer avant d'implémenter un outil et quelque part se sortir de comment on travaillait avant pour commencer à engager une transformation et amener les gens. Il faut les embarquer, ça prend du temps. Et c'est ok, il y en a qui veulent aller vite, il y en a d'autres où ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais... C'est pour ça que tu disais d'aller peut-être pas aller trop vite dans de la vente d'outils structurants qui doivent amener du changement humain, quoi. Ouais, c'est pour ça, je rejoins complètement. On va pas pousser, prends pas l'outil. Non, puis en plus, on s'achète des problèmes aussi, nous. Tu vois, d'aller faire du push de produits alors qu'on sait que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est voué à l'échec.
C'est un Encore défaut une de fois, conseil, même ouais. en fait. Moi, je suis pas OK avec ça. Ouais, c'est comme j'entendais quelqu'un qui parlait d'être à une posture de commerçant en fait. Voilà, Et finalement, pour moi, je trouve ça pertinent, donc je voulais la partager Bah cette ouais. notion-là. C'est ça. Tu- Non, mais je maintiens. La dernière fois, quand je suis passée Mhm. chez mon primeur, je cherchais des Pink Lady. Je voulais manger des Pink Lady, je voulais des pommes. Et il m'a dit, il y en a, mais il ne faut pas les acheter. Elles sont pas de France, quoi. Tu vois, elles étaient belles, elles n'étaient pas chères, hein, mais je ne les ai pas achetées. Parce que, voilà, j'ai eu mon conseil. Il dit, non, le patron, il ne veut pas que je les vende. Il ne veut pas prendre celle-ci plutôt. Bah oui, tu vois, il m'a fait son arrêt. Tu vois, bah oui. Alors que j'en avais envie, bah non, c'était pas raisonnable à ce moment-là. Elle venait pas de France, c'était pas la bonne période. Et ben je me suis rabattue sur d'autres. Pas la saison. Et ben je suis sortie, j'étais pas la contente saison, j'étais contente de pas avoir mes Pink Lady parce que j'avais été bien conseillée. J'y retournerai. Oui, parce que quelque part, J'entends. maintenant, tu lui fais confiance. Bah oui. Voilà, c'est ce que Mhm. là où je voulais en venir. Ouais, ouais. Parce que tu le connais, parce que tu as déjà pris des produits et que tu en es satisfaite et que C'est ça. c'est ton tiers C'est de ça. confiance, quoi. De toute façon, nous, dans notre démarche, et on a un peu la même vision avec Audrey, si je ne me trompe pas, c'est on va appliquer à nos clients ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous en tant que nous clients. Enfin, on est des clientes, nous aussi. Donc tu dis, bah, tiens, qu'est-ce que j'aime pas quand je suis cliente, bah, je le reproduis, quoi. Donc si c'est pas le bon moment, on ne vend pas. Par Exactement. contre, si c'est le bon moment, eh ben on vend. Et oui. Mais il faut que ça fasse du sens pour eux et que ça soit voilà, exactement le bon moment, en fait. Moi, j'y tiens beaucoup et souvent, je dis, oh là là, non, prends pas les 3 outils en même temps, ça sert à rien. Tu vas partir, voilà, par exemple, sur l'implémentation du PSA, ça prend du temps. Concentre-toi sur ça et après, on verra. Tu prends le VRMM en même temps et puis, du coup, sur d'autres choses, attends, en temps voulu, quoi. Est-ce qu'à l'inverse, vous mettez le petit coup d'épaule en disant là maintenant, il faut que tu y ailles. Plus t'attends, plus tu vas creuser le trou, quoi. Des fois, j'ai un peu cette notion de... On parle souvent de dette technologique, mais après, il y a un moment où les gens ont un peu tendance à stagner, et après, tu sens qu'il faut qu'ils passent au step supérieur. Ouais, moi, c'est un peu dans la relation que j'ai avec mes partenaires, vu que c'est ce que j'appelle des ventes longues, c'est-à-dire que plus tu vas connaître ton client, plus tu vas pouvoir aussi un peu anticiper ses besoins. Moi, au travers de mes conversations, je mets certaines solutions dans un frigo. Donc, je mets dans mon frigo parce que je sais qu'à un moment donné, cette solution, on en avait parlé il y a 6 mois, c'était pas le bon moment. Pour plein de raisons. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas le client. Hop, je le mets dans le frigo. Et quand, au travers d'une autre conversation, je sens que c'est maintenant, ouais, je le prends et je dis, mais attends, on en avait parlé. Est-ce que c'est pas le bon moment? Et ça peut faire du sens à ce moment-là. Mais il faut maîtriser la connaissance client pour ça. Ça, c'est quoi ces rendez-vous que tu fais avec tes clients? Tu peux en dire un peu plus On les appelle un peu comme on veut. Chez les prestataires informatiques, on appelle ça des QBR. Nous, chez nous, on appelle ça des PBR. On peut y aller avec d'autres... Chacun peut trouver son petit nom, ouais, en fait, c'est juste des rendez-vous qu'on va faire régulièrement avec nos clients, des rendez-vous téléphoniques, visio, sur site, qui vont permettre de rester alignés avec nos clients déjà. Je pense que c'est premier objectif, c'est de rester alignés sur leurs objectifs, sur leur activité, sur leurs projets, pour ne pas être trop éloignés de leur quotidien. C'est des rendez-vous où on va valider aussi la satisfaction des souscriptions qu'ils ont chez nous. Hein. On est des conseillers, mais on est aussi un distributeur. Donc, il faut qu'on valide que les outils qu'on a implémentés chez eux, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de besoin. Donc, toute la partie technique et contractuelle, ça fait aussi partie du boulot. Et puis on va creuser, on va lister s'il y a des projets, on va parler aussi de nos actualités. Donc, on fait du lien avec le client, ce qui nous permet de bien le connaître et donc de pouvoir bien le conseiller. Donc ça, il faut le faire régulièrement. On n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez, mais voilà, c'est ça le but. Un peu le parallèle que je peux faire, c'est les rendez-vous de conseil technologique, stratégique, VDSI chez un prestataire informatique qui fait du MSP, donc ce bloc-là,
nous, chez BMSP, on se prend un peu aussi pour un MSP. Et donc, au travers de ces rendez-vous, on essaye d'atteindre le même objectif. J'ai une question. On est un mois particulier et je pense à Laetitia parce qu'elle s'intéressait en fait dans la notion de Women in Tech. C'est un monde qui est très masculin, l'informatique. Comment vous le vivez? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour des femmes qui ont des rôles de leadership et qui doivent aussi travailler dans un monde où elles ne sont pas en majorité? Je voulais juste balayer ce sujet-là, surtout en ce mois-là d'octobre. Est-ce que vous avez des choses à raconter? Moi, je dirais qu'au départ, dans mes premiers échanges chez BMSP, j'avais affaire à 99% qu'à des hommes, en fait, et en plus des techniques. Et souvent, je me suis trouvée un peu désemparée parce que moi, la technique, c'est pas mon métier, en fait. Et du coup, au fur et à mesure des années, j'ai voulu faire un petit vernis technique. Mais après, c'est OK de me dire, à partir d'un certain stade, je t'oriente vers une personne technique qui va parler le même langage que toi. Et je sais que j'ai eu certains échanges avec des hommes et c'est pas toujours évident. Mais je remarque depuis depuis peut-être 2 ans, et même encore là dernièrement, j'ai fait des calls avec des femmes et que des femmes. Et je le souligne à chaque fois. Je dis tiens. Tiens, dis donc, tu serais pas une femme. Justement, j'ai fait un call avec un partenaire et du coup, c'était 2 femmes. Et j'ai dit, on attend d'autres personnes? Non. Je dis, waouh, c'est chouette, on va se faire un call entre femmes. Donc, je trouve ça super, en fait. Et pareil, elle souligne qu'effectivement... elles sont en minorité, mais la tendance est en train de changer quand même. Moi, j'ai de plus en plus d'interlocutrices femmes. Et c'est agréable. Et pour le coup, c'est sympa parce que du coup, on discute ensemble. On vit la même chose, en fait. Donc, mais ouais, je trouve que de plus en plus de femmes. Et toi, Caroline, ton expérience? On voit des dirigeantes de prestataires MSP femmes. Il y en a. Oui, on les compte encore sur les doigts de la main. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc oui, il y a une tendance où il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs où, il y a longtemps, tu vois, une quinzaine d'années, quand tu te retrouves dans des salles bondées où il y a 150 personnes, tu es en coloc HP et que tu arrives et que tu es la seule femme. Tu vois, au niveau de la testostérone autour, moi j'ai eu des moments de solitude où tu dis, ok, tu vois, t'es pas à l'aise. Oui. Mais, et donc j'ai toujours connu que ça. Donc je suis dedans, quoi. Ça me choque plus. C'est plus un sujet. C'est pas un sujet. Ça l'a été au début, quand je suis rentrée dans ce monde. Je suis rentrée dans ce monde et puis nos clients, moi mes anciens clients, quand je travaillais chez ce prestataire informatique, comme aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise. Donc oui, les femmes, il y en a peu. Donc quand on a ces interlocuteurs, interlocutrices, c'est toujours rafraîchissant. Mais c'est pas trop un sujet pour moi. Parce que ça l'est plus non plus. Au départ, ça surprend. Mais... Parce que moi, je suis MSP, j'ai l'habitude de voir que des hommes. Je vois une femme, je me dis, est-ce que je vais pas arriver avec des croyances? Finalement, l'industrie, elle a beaucoup d'hommes, donc du coup, c'est la connaissance est partagée plutôt chez les hommes. Et est-ce que vous avez développé, je sais pas, si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui veut travailler dans l'IT pour quelque part trouver sa place? Ça paraît pas évident. Je pense que si on mettait les hommes dans le contexte inverse, on serait vraiment pas à l'aise du tout. Et est-ce que vous avez des conseils à donner? C'est tellement pas un sujet pour moi que je ne sais pas répondre à cette question. Non, il faut être à l'aise, en fait. J'ai pas de... Ça reste le 3/4 de mes interlocuteurs. Mais ça se passe bien, en fait. Il n'y a pas de... Oui, c'est rare quand on tombe sur... Non, oui, c'est rare. Pareil, on peut les compter, nous, sur les doigts de la main, où tu raccroches et tu dis, là, c'est un peu border, quoi, tu vois. Peu, là, non. C'est rare, quand même. Il y en a eu, mais c'est rare. Mais il y a des cons, il y en a souvent, ils sont sympas, et puis... Non, mais... Oui, sur le temps de la présenterie... Voilà, ouais.
Ouais, et puis il y a aussi une histoire d'âge, peut-être, où j'étais peut-être pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui quand j'avais 20 ans, parce que Oui. voilà, t'as pas l'expérience. Oui, tout à fait. Mais voilà, enfin, je trouve ça, enfin, des fois, je finis des rendez-vous découvertes. Bon, je suis désolée, hein, je t'ai pas. Enfin, le gars, il me parle, mais comme s'il est. Enfin, on se connaissait depuis. Désolée, hein, j'étais un peu fatiguée. Tu vois, je suis jeune papa. Enfin, il rentre même dans des confidences. Ouais. Et je trouve ça génial, en fait. C'est là où tu as tissé le lien très fort. Et non, souvent, souvent, c'est des échanges sympas, mais parce que je me sens à l'aise, j'enlève la pression. Et du coup. Après, il y a l'expérience. Si Oui, tu aussi. maîtrises ton sujet. Tout à fait. En fait, ça va aussi avec la confiance en soi, je pense. Mhm. Si tu sais que ce que tu vas porter, il y a des valeurs. Si t'as si tu... Ouais, je pense que la confiance en soi, ça y fait aussi beaucoup. Donc c'est pour ça que je parlais quand tu as 20 ans, t'as pas la même confiance en toi que quand on a... Ouais, c'est une sorte de légitimité. Voilà, la légitimité. Puis la personne, elle le sent, je pense. Ouais. Mhm. Oui, voilà. Donc tu peux te faire marcher dessus, mais que tu sois un homme ou une femme, quand tu as 20 ans, tu vas te faire marcher dessus parce que justement, tu n'as pas cette légitimité ou tu as ce doute, tu vois, qui est... Donc homme ou femme... C'est vrai que... Let's go. Ouais. Non, mais c'était une prise de température, Ouais, savoir où on d'accord. en était. Je sais Ça pas. évolue dans le bon Ouais. sens. Moi, je voulais ouvrir la porte parce que c'est vrai que chez BMSP, on est quasiment à l'équilibre. Oui. Parce qu'on pense que ça crée une richesse aussi de points de vue différents. Voilà, mais c'était juste pour aussi adresser ce sujet-là. Le problème de légitimité, quelque part, nous, pour nous raconter notre expérience, c'est quand on crée BMSP, on n'est que deux, t'es tout petit et tu vas donner potentiellement des conseils à des gens qui sont plus gros que toi et qui sont sur le marché depuis plus longtemps. C'est qu'après, où finalement, en mesurant bien le marché, en identifiant les douleurs, en commençant à donner des retours d'expérience, que vous êtes au carrefour de plein de prestataires, en fait. Donc vous avez des feedbacks de potentiellement des cinquantaines, centaines de prestataires. Ça a de la valeur. C'est Et ça. après, finalement, on ne se pose plus la question de notre taille et finalement, on s'aligne, on s'auto-légitimise un petit peu, quoi. Et tu parles de gamberge souvent, j'aime bien ce mot-là. Ouais. C'est quoi la moi, gamberge? je suis la reine de la gamberge. Ah bon? Ouais, ça me suit. La gamberge, c'est de penser à la place de l'autre, déjà. De se demander... de penser... De se triturer l'esprit alors qu'il n'y a pas de raison et qu'il ne faut pas supposer, quoi. Faut pas supposer, ouais. C'est un peu ce que vous disiez avec les prestataires qui sont en dialogue interne avec eux-mêmes et qui se nourrissent de croyances potentiellement limitantes. Tant qu'ils n'essayent pas, exactement. vous le disiez, il y en a qui osent, qui essayent, ça marche. On avait un partenaire, il se dit, voilà, comme tu disais, tu lances un nouveau service et puis sur la centaine de mes clients, il y en aura peut-être 20 qui vont peut-être s'y opposer, mais les 80 vont passer, donc pourquoi s'en priver, quoi. La gamberge, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. Vaste débat. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Et si vous deviez... on a parlé beaucoup de gens qui se transforment, mais si vous deviez donner des conseils à des gens qui se lancent, je pense que vous en avez aussi rencontré. Certains, je pense, avec succès, ou d'autres moins, mais est-ce que vous avez des conseils ou des avis sur lancer Audrey, toi, tu les de rencontres zéro? plus que moi. Ouais. Moi, quand je les rencontre, ils sont déjà lancés. Oui. Pareil, je pense qu'il ne faut pas partir tête baissée dans les outils, mais faire les choses dans le bon sens, en fait. Ils viennent déjà avec quelque chose, avec l'expérience, et du coup, c'est bien définir vraiment leur stratégie, leur vision, et puis travailler les offres. Je pense que si ça c'est fait, en fait, dès qu'ils donnent la direction avec un plan, je pense qu'après ça peut que être bénéfique, en fait. Mais il faut faire les choses dans le bon sens. Moi, c'est ça que je vois, plutôt moins stratégie, vision, la partie offre, organisation, et l'outil vient en tout dernier lieu. Ouais, puis quand je suis rentrée chez BMSP, j'étais à l'acquisition, à la place d'Audrey. Donc j'ai appris énormément j'ai beaucoup appris à ce poste-là. J'ai beaucoup aimé ce poste
de chasseurs. Ouais, c'est vrai. Et donc, pour en avoir quand même rencontré, en rendez-vous découverte, ce qu'Audrey fait avec l'équipe, ils arrivent, ils savent qu'ils veulent aller sur ce chemin-là. Donc, ils arrivent quand même avec un bagage d'information. Ils n'arrivent pas à poil. Enfin, ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller. Et ben, quand tu leur demandes s'ils ont déjà des clients, la réponse, souvent, c'est non. Donc, moi, j'ai tendance à leur conseiller de dire, trouve des va clients. chercher des clients, trouve des clients, mets-toi un peu dans le rouge, tu vois. Toute proportion, enfin, toute mesure gardée, mais voilà, je pense qu'il faut d'abord avoir des clients pour avoir du revenu, et après, avec ce revenu-là, tu vas aller structurer ton organisation et puis acheter des outils. Oui, mais ça vient après. Mais ça vient après. Mais comme la stratégie, tu l'as définie avant, Oui. peut-être, et Mais tu fais une offre et puis tu vas la tester. En fait, souvent, je leur dis, travaille sur une offre avec peut-être quelques options, etc. Et puis, confronte-la, et puis tu vois ce que ça donne, tu l'ajustes. Et après, quand ils arrivent à signer un contrat, et puis après, ils se dotent des outils. le secret, c'est le client quand même. Bien sûr. Donc, Ce qui alimente la machine. c'est ça. Ouais. On va chercher, et puis après, Oui, c'est vrai que des fois, il y en a, ils veulent trop construire le structurer, truc parfait, ouais, c'est ça. avant de mettre le moindre client dedans, alors qu'en fait, même en plus, si tu n'as pas de la matière qui rentre, c'est ça. tu peux pas vraiment régler les choses. C'est quoi l'expression? Tu disais, je tire quelques... avant d'envoyer le boulet de canon, c'est quoi l'expression? Ça me fait penser à... c'est bullets first, then fireball. Ouais, c'est, je tire un peu des plombs, des plombs dans toutes les directions. Et puis une fois que j'ai vu là où ça marchait, après je sors le gros canon et puis je peux investir. Ouais. Mais et souvent les gens se lancent quand même. Ils ont potentiellement quand même quelques clients par leurs anciennes expériences, etc. Donc, Ouais, souvent, ils sont dans des structures où ils n'ont pas... comment dire, ils sont un peu liés, enfin voilà, ils n'ont pas les mains libres en fait pour agir comme ils souhaitent, et souvent les profils c'est voilà, je suis partie de mon ancienne société et parce que je veux tout changer. Je veux faire ça. voilà, je veux faire ça, je veux m'écouter et je veux le faire à ma façon en fait. Et je suis pas dépendante dépendant ou dépendante de des volontés d'une direction, et donc du coup j'arrête et je crée mon MSP. Ouais. Est-ce que c'est pas tout le temps ce type d'histoire qu'on a quand même? C'est assez souvent. C'est assez souvent. C'est assez souvent. Ouais, ce que vous disiez, il n'y a pas la vision de la direction de la volonté. Tout à fait. Moi, j'ai envie d'y aller, je suis au service technique, par exemple. Ouais. Du coup, ça ne fonctionne pas. Du coup, j'entreprends. C'est vrai que je me rappelle, on a eu plusieurs cas où c'est des gens qui sont... On discute avec eux quand ils sont dans leur boîte. Non, mais... Oui. Et on parlait de la direction, la stratégie, etc. Du coup, la direction n'est pas moteur. Et puis, du coup, les gens partent et montent la boîte à côté. Exactement. Quoi. Ce qui est plutôt sain comme approche, finalement. On en a. Ouais, puis on les retrouve quelques-uns. après. On se quitte pas. Ouais. Ou il y en a d'autres aussi qui vont de boîte en boîte. Oui, Ils sèment graines. sèment des graines. c'est ça. Donc là, il y a une forêt qu'on est en train de pousser gentiment. Aussi. Je tiens à préciser qu'ils ne touchent pas de commission. Non, ils sont juste convaincus, et donc du coup, voilà, ils vont dans une autre société et ils apportent, tiens, je travaille avec ça, et enfin. Ça, c'est le modèle. Il y a Voilà. des gens sympas. Je te présente Audrey, ça va bien se passer. Non, mais oui, souvent, ils changent de boîte, ou alors ils donnent les coordonnées, et tiens, appelle, et ils sont hyper prescripteurs, en fait. Mais oui, ça, ouais. Mais c'est agréable quand on les a. Je les ai en rendez-vous, tiens, on s'est déjà rencontrés, mais j'étais dans telle société. Voilà, je veux y aller. Là, c'est caviar, quoi, parce qu'il est déjà convaincu. Il y a juste, du coup, à dérouler et à lui donner tous les conseils de la matière que nous, on a aussi construit en interne et qu'on délivre auprès de nos partenaires. Voilà, tiens, regarde, je te donne tout. On reste en contact, je te fais des retours d'expérience, je te conseille. Et voilà, et après, on les embarque. Et c'est chouette. Ils ont l'expérience, en fait, éventuellement d'une transformation, d'une implémentation. Okay. Vous avez des rôles
similaires mais différents chez BMSP. Souvent, je le ramène un peu parce que souvent dans les boîtes, on voit qu'ils ont plutôt tendance à avoir des équipes commerciales où ils ont tous la même fonction. Comment vous percevez-vous cette différence entre l'acquisition, on pourrait parler de la chasse, l'élevage, mais ces différents rôles et déjà vous chez BMSP, qu'est-ce que vous voyez chez les partenaires et qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour aller plus facilement chercher des contrats, par exemple, en termes d'organisation commerciale. Alors, comment ça se passe chez nous? Comment ça se passe chez nous? Déjà, on a une bonne machine marketing, parce que je pense que de toute façon, il faut avoir... je suis persuadée qu'il faut être visible et voilà, faut marketer à fond, en fait. Avoir des supports, un site, plus on a des choses, plus on est sur les réseaux aussi. Ça, c'est hyper porteur. En fait, c'est des sources en fait, de leads, de potentiels futurs clients qui peuvent rentrer tout seuls. Après, on vient qualifier. Chez BMSP, on fonctionne un petit peu comme ça. Plus un peu de prospection grâce à la société externalisée. Mais... une fois que c'est qualifié, après, il y a des rendez-vous découvertes qui sont programmés. Et donc, nous, sur le service Hunter, on est 3 personnes. Et donc, du coup, après, on a les rendez-vous. Et ces rendez-vous découvertes, voilà, comme on l'expliquait, c'est vraiment pour tisser le lien et faire que de l'écoute quasiment active et absolument bien connaître le futur partenaire. Et aussi être transparent et parler nous, parce que souvent, je l'écoute, je le remercie aussi de m'avoir aussi confié pas mal de choses, de son histoire, de son fonctionnement, de son organisation. Et après, je parle un petit peu de qui on est. Et puis voilà, puis après on continue un petit peu dans l'échange. Et après, une fois qu'il est partenaire, au bout de quelques mois, c'est là où de l'acquisition, ça passe chez les gestionnaires de compte, chez les account managers, qui va continuer à fidéliser nos partenaires. Et là, c'est plus le rôle de Caroline et le reste de l'équipe. Oui, c'est où ça. Là, on fait un point de passation aussi entre nous. On fait un rendez-vous et le partenaire. Ça, j'y tiens assez, en fait. Oui. Je ne fais pas juste un transfert, on fait un rendez-vous avec le client, je valide avec lui que je lui explique, moi je suis sur l'acquisition, je t'ai accompagné au départ, mais je vais te mettre dans les mains de quelqu'un qui va tout t'accompagner tout autant et tout aussi bien. Et si tu es d'accord, on fait un rendez-vous et comme ça, tu vas pouvoir te présenter. Déjà, ma collaboratrice a déjà pas mal d'informations sur toi, mais le fait que vous puissiez faire connaissance ensemble, c'est bien en fait. Changement de bras. Ouais, c'est ça. Ils apprécient beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. C'est-à-dire que tu disais plusieurs mois, on se donne un délai qu'on essaye de respecter. Mais si à un moment donné, c'est pas le bon moment pour aller transférer un compte chez un account manager, on va pas le faire à ce moment-là. Donc, il y a aussi la connaissance client qui fait que, à un moment donné, c'est le bon moment. L'équipe acquisition, c'est un autre rythme aussi que le nôtre. Donc, il faut se libérer du temps. Et nous, ce temps-là, c'est notre job de récupérer le client et puis de continuer d'être garant de sa satisfaction. Et puis de faire, de continuer à lui proposer des outils si ça fait du sens pour lui, parce que ça fait partie aussi de notre boulot. Et c'est quoi l'avantage que vous voyez de cette organisation et par rapport aussi à vos motivations personnelles? Est-ce que ça correspond à des aussi types de profils en fonction si on est hunter, account manager, ou tu pourrais faire les deux? Moi, je pense qu'à un moment donné, sur la partie chasse, on fait un peu les deux quand même, parce qu'on garde... On a un peu la double casquette par moment, parce qu'autant on peut faire de la découverte et de l'acquisition, autant on peut continuer à faire du suivi client. Mais à un moment donné, on peut pas... Il y a un équilibre à un moment donné où il faut quand même transmettre, parce qu'après, du coup, on est moins focus sur l'acquisition et il y a
beaucoup plus de tâches de suivi à faire et qui est plus du ressort et du rôle peut-être des account managers. Donc c'est là où c'est tout aussi important de pouvoir transférer le partenaire. Mais après, en termes de profil, moi je sais que je suis une chasseuse. Ouais, et moi je suis une éleveuse. Voilà. Ok. Enfin, je suis... Quand même. Voilà. Dans Oui, après il y a des appétences. Oui, oui. Moi, j'adore tisser le lien. Voilà, j'adore le challenge, j'adore voilà, un petit peu l'adrénaline. Moi, tout ce qui me motive et qui me plaît, c'est ce premier lien, ce premier rendez-vous que j'ai avec les partenaires. Ça, c'est mon rendez-vous découverte. Pour moi, c'est hyper précieux, en fait, parce que c'est le point de départ d'une possible collaboration avec nos partenaires. Et voilà, quand on vend pas, en fait, limite, on vend pas des solutions. On vend de la confiance, on vend de la vision, on vend de l'accompagnement, en fait. Et ça vient presque à la limite en dernier. Moi, j'enlève la pression commerciale. J'enlève cette pression commerciale. Parce que je trouve, à l'ancienne, ça marche pas, en fait, être pushy. C'est ça qui m'a le plus étonnée, d'ailleurs. Ah oui ouais. Chez BMSP, c'est la posture vraiment... on enlève un petit peu de pression commerciale pour avoir vraiment, je dirais, la confiance. On enlève les barrières, en fait. Bon, voilà, on est là, on fait connaissance. Je suis pas là absolument pour demander quelque chose, en fait. Et ça marche. Ça marche vraiment parce que, du coup, il se sent pas obligé. Il se sent pas pressé, ouais, c'est étonnant, mais ça marche, hein, ça marche plutôt bien. Faut pas vendre les Pink Ladies, c'est pas la saison, c'est ça en pas fait. la saison. Pas la saison. Ouais, mais encore. Ça marche parce que tu portes aussi ça, parce que ça fait écho chez toi. Oui, parce que moi, j'aimerais pas qu'on m'apporte de cette façon-là. Voilà, en c'est fait. ça. Donc, voilà, tu vas. Je vais être entendue. Enfin, voilà, je suis une consommatrice aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Hein. Et après, quand j'ai trouvé le bon commerçant, je suis fidèle. Et je suis exactement comme toi, en fait. Je teste, et si un commerçant où il va me dire, non, prends pas ça, elles sont moins chères, mais tu verras, elles sont tout aussi bonnes. Ou le summum du commerçant, parce que ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, moi je l'ai déjà eu, et alors là, t'es au top du top, c'est tu vas chez un commerçant, là c'est mon buraliste, peu importe, je lui ai acheté un objet qu'il n'a pas. Il ne l'a pas. Il me dit par contre, tu es au bureau de tabac à côté, il l'a. Et ben, voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est-à-dire que tu vas retourner chez celui qui n'avait pas le premier article. Tu vas peut-être acheter si tu as besoin de cet article-là à côté. Mais là, on est sur pour moi, on est sur ce que moi j'attends absolument d'un commerçant, c'est d'aller jusque-là. Et c'est ce qu'on fait aussi chez BMSP. Oui, c'est pour ça que quand moi je vais conseiller des outils, après je t'appelle et je dis on ne peut pas le vendre celui-là parce que il est bien. On l'a conseillé, mais on ne l'a pas au portefeuille. Mais ouais. Ouais, ou alors c'est ok de dire non, effectivement, vu ta taille et tes attentes, effectivement, ça sera au démarrage, c'est peut-être trop cher pour toi. Enfin, on sent que t'es pas prêt en fait, donc. Oui, ou des fois il y a des produits qui sont peut-être un peu niches ou ils ont des besoins particuliers. On connaît les bonnes solutions, on peut lui dire regarde ça, mais et c'est ça qui est aussi. On va pas te le vendre, mais voilà. Nous on fait beaucoup de veille de toute façon. Donc, et ça, je trouve que ça renforce bien en fait. Tu conseilles ton concurrent, c'est comme. Alors attends. Pas le concurrent, hein, attention, non. Faut pas. Non, on va pas les gens chez nos concurrents. Non, mais c'est ok de dire à un moment donné, je lâche. Enfin, je vais pas te vendre quelque chose. Tu peux pas tout faire non plus. Donc, Non, puis c'est surtout que si après il faut qu'il soit pas forcément satisfait ou si on s'achète du bruit, voilà. Non, ça, c'est pas possible. Et si on transpose un peu ça maintenant chez les partenaires, je ne sais pas si vous interagissez beaucoup avec leurs services commerciaux, mais comment vous les analyseriez un peu, comment ils sont organisés et un peu peut-être là où ça peut pêcher. On peut aussi parler c'est vaste, on peut parler du commissionnement aussi, par exemple, quand on bascule d'un modèle à un autre.
Ça, c'est aussi un vaste sujet, parce que nous, sur la partie acquisition, on va dire, il n'y a pas tout le temps des commerciaux. C'est souvent le dirigeant. Il a la double casquette. Donc, je dirais c'est pour des tailles de sociétés un peu plus grandes qui ont certains commerciaux. Ouais, je ne saurais même pas par où commencer sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein de choses à dire. On peut faire l'objet d'un autre podcast.